Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juin 2022. C'est parti pour un point sur les marchés. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas des conseils en investissement. Vos rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, Anthony Bondin à la plume et à l'écoute. Tous les jours, Planète Bourse, l'émission de Roxane Lejac. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire, 1. Le focus marché, les derniers décalages. 2. Le top flop macroéconomique, des graphiques pour imager la macro, la micro, les flux, les banques centrales pour mieux saisir un petit peu l'environnement. Et puis ensuite, l'analyse graphique avec indice Forex matières premières et certaines actions avec du trend following, des cas spéciaux et des actions en surveillance. Le focus marché, le sentiment de marché, c'est que les opérateurs sont dubitatifs. Bien évidemment, puisque nous avons connu un choc de marché en début d'année, que les marchés américains sont proches d'un bear market, c'est-à-dire qu'ils sont en baisse pour certains de plus ou moins 20% depuis le début de l'année. On sent bien que depuis le début de l'année, le rythme a changé, l'environnement a changé. Bipolarisation mondiale, guerre, inflation, matières premières très chères, ralentissement économique. Donc il est légitime qu'après un beau rebond, on a gagné 8,5% sur le CAC 40 en un mois et on a gagné 11% sur le Nasdaq en un mois, eh bien il est légitime qu'on soit désormais dubitatif puisque les cours sont revenus de support à des zones plus ou moins au milieu de range et que maintenant on attend les prochains catalyseurs. La nouvelle problématique, c'est que le QT commence. Qu'est-ce que le QT ? Eh bien, c'est le programme de la Fed qui veut réduire son bilan et qui donc, alors qu'elle injectait pendant des années, veut désormais sortir et réduire la taille de son bilan. Donc ça, bien évidemment, ça va impacter les marchés et ça va commencer à peser. Ça commence maintenant. Les catalyseurs pour les séances à venir, c'est la BCE jeudi avec Christine Lagarde qui devrait nous parler de hausse de taux, bien évidemment. Les taux aux États-Unis avec le 10 ans américain qui dépasse les 3%, l'inflation qui est sur des plus hauts mais qui se stabilise, le ralentissement économique que l'on ressent dans certains chiffres mais pas dans d'autres, et les matières premières qui posent problème avec un pétrole à près de 120 $ sur le WTI et des nouveaux records sur le gaz et aussi l'essence aux États-Unis. Le prochain mouvement, donc de 5 à 7%, est bien plus difficile à déterminer, si vous voulez. Quand on est pendant la guerre en Ukraine sous les 6000 points, on se dit qu'on est revenu sur des valorisations faibles, enfin pas faibles mais moyennes, qu'on profite d'un trou d'air après 25% de baisse. Quand on remonte à 6800 il y a 2 mois sous la moyenne mobile à 200 périodes, on se dit qu'il faut faire un peu plus attention. Récemment, le mois dernier, vous le savez, sur les 6100 points, j'évoquais un scénario de range et un rebond éventuel. Mais maintenant, à 6600 points, on est un peu au milieu de nulle part. Donc on va attendre les prochains catalyseurs et c'est, notez-le dans vos agendas, jeudi la BCE, Christine Lagarde, vendredi les chiffres d'inflation aux États-Unis. La possibilité d'une levée partielle des tarifs douaniers à l'égard de la Chine mise en place par l'administration Trump constitue une autre lueur d'espoir. En effet, s'il y a levée partielle des tarifs douaniers, eh bien, c'est un phénomène déflationniste et ça viendrait aider au plafonnement, voire à la rechute de l'inflation par la suite. Parallèlement à ça, on notera qu'il y a eu une levée de nombreuses restrictions anti-Covid-19 en Chine, mais ça n'a pas eu tant d'effet que cela sur les indices puisque les opérateurs sont attentistes en vue des rendez-vous dont je vous parlais préalablement. La Banque mondiale abaisse sa prévision de croissance globale 2022 à 2,9% contre 3,2% prévu au mois d'avril. Et elle va continuer, je pense, de la réviser à la baisse tout au long de l'année, mais elle entrevoit de la croissance. Et alors que tout le monde parle de récession, j'aurai dans cette émission et la suivante pas mal de graphiques qui vous montrent que oui, nous allons ralentir. Mais il ne faut pas oublier qu'on passe d'une année exceptionnelle, 2021, où on avait 6% de croissance mondiale, à une année un peu plus normale à 2-3%. Voilà, à cause du Covid en Chine, à cause de la guerre en Ukraine, etc. Mais on n'entrevoit pas une récession mondiale.
Et aux États-Unis, pour l'instant, on est toujours en croissance dans 50 États. Donc on n'y est pas en récession. Les catalyseurs possibles à partir de maintenant, c'est quoi? C'est qu'on ait des chiffres économiques qui restent robustes aux États-Unis, qui montrent qu'on ne va pas aller en récession. C'est une reprise en Chine et elle est en cours. C'est peut-être un pic de l'inflation, on le verra donc peut-être vendredi. Ou un cessez-le-feu en Ukraine. Là-dessus, bien évidemment, difficile de faire des paris, mais voilà les différentes forces de rappel possibles lorsque l'on a des prix qui baissent, des indices qui chutent. On se dit que si ces éléments positifs-là se déclenchent, ça peut rebondir ou aller plus haut. Les ombres au tableau, bien évidemment, c'est les matières premières très fortes, c'est la bipolarisation du monde avec la Chine et la Russie d'un côté et les Américains et l'Europe de l'autre, c'est le ralentissement économique qui devrait être quand même très probable et effectif, et même si on ne va pas en récession, on va quand même d'un coup freiner. C'est un conflit qui dure en Ukraine et une inflation galopante parce qu'on constate qu'il y a encore des tensions sur les prix, notamment alimentaires et sur les voitures d'occasion. Quant au Bitcoin, pour finir, il suit le Nasdaq, il a tenté un rebond technique, mais on notera qu'il reste très faible, posé sur les 29 000, 30 000 dollars. Le top flop. Il y a 3 semaines, je bassinais tout le monde avec le CAC 40 à 6100 points en disant que l'indice français était très solide, que le Nasdaq avait perdu 30%, qu'on avait 70% des valeurs du Nasdaq qui avaient perdu presque 50%, que les indicateurs de sentiment étaient très dégradés. À gauche, on peut voir qu'on avait une majorité de vendeurs et une minorité d'acheteurs pour la première fois depuis plusieurs trimestres. À droite, on peut voir le CNN Fear and Greed Index qui était tombé sur des plus bas. Et alors, on a anticipé, on a discuté tous ensemble d'un éventuel scénario de rebond technique. Certains appelleront ça un dead cat bounce, un rebond du chat mort, d'autres un bear market rally, c'est-à-dire un rallye haussier à l'intérieur d'une tendance baissière de moyen terme. D'autres diront qu'on a possiblement fait un point bas intéressant à court terme. En tous les cas, on avait beaucoup d'indicateurs qui nous montraient qu'on était en survente et qu'on pouvait rebondir, raison de mes nombreux scénarios haussiers présentés ces 3 dernières semaines. Voilà qui est fait, le CAC 40 a gagné 8%, le Nasdaq a gagné 11%, je reste désormais un peu plus sur ma réserve. Le Bitcoin, lui, a effectué 8 semaines consécutives de baisse, c'était un record historique et suite à cela, il s'est repris, mais ça reste très mou. Ici à droite, vous avez les flux cumulés des nouveaux entrants sur la bourse américaine et on peut voir qu'en fait, les gens sont rentrés pendant le Covid, se sont fait plier, puis sont sortis globalement. Il y a eu des flux entrants, des flux sortants. Et maintenant qu'ils se sont fait plier, le marché rebondit un peu. Néanmoins, les gérants et analystes interrogés ici dans l'étude MLIV aux États-Unis entrevoient une baisse du marché de 15% de plus et visent 3500 points sur le S&P 500. D'autres comparent les courbes du S&P 500, l'indice directeur américain, avec ce que l'on a fait en 2008 en laissant entendre que nous sommes dans un rebond technique avant une chute plus importante. Effectivement, quand on regarde les baisses de 2000, 2002 ou de 2008, 2009, on peut voir que dans les marchés baissiers, il y a des rebonds très importants et que c'est pas parce qu'on a repris 8 ou 10% à la hausse qu'on est tiré d'affaire. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur à droite un graphique qui vous montre la hausse du S&P 500 de ces 14 dernières années et le nombre de fois qu'on a anticipé des analogies, et moi-même je l'ai fait à certains moments, par rapport à 2008. Il y a plein de fois où on a dit « Ah bah en 2010, 12, 15, 17, 18, et si on baissait comme en 2008 ?» Et vous voyez que ceux qui en permanence pensent qu'on va faire un 2008 bis, au final il manque la hausse. Voilà, donc pour l'instant, on est dans un marché qui corrige après avoir fait 2 ans de hausse magnifique. On a une inflation qui est forte et qui pèse. On a une croissance qui reste robuste. Voilà, il faut être sur nos gardes, mais il ne faut pas non plus être fin du mondiste. Il y a 2 semaines, sur Twitter, on voyait que des graphiques qui entrevoyaient 40% de baisse, des gens qui disaient « je suis sorti, j'attends une capitulation », et puis résultat, derrière, on a un bond de 10% sur les indices et de 15 à 20% sur certaines valeurs. Alors bien évidemment, il y a une macroéconomie qui se dégrade, et le Citigroup Economic Surprise Index nous montre qu'il y a une détérioration.
Mais quand on regarde les anticipations de la Fed d'Atlanta, qui est une des Fed les plus précises dans ses anticipations de PIB pour les États-Unis, on voit qu'elle anticipe 2% de croissance au deuxième trimestre. Donc on est bien loin de la récession. Je vous invite aussi à regarder les chiffres du marché du travail qui montrent que le marché du travail est très tendu aux États-Unis, ce qui ne correspond absolument pas à une période de ralentissement économique fort et de récession. Bien évidemment, il y a un problème d'inflation. Ici, vous avez le taux en Europe, on a 8% d'inflation, et les US aussi. Donc on est mal. Mais, quand on regarde ce qui crée de l'inflation, certains prix sur les fertilisants ou le transport, on se rend compte qu'on plafonne et que les tensions à cause de la Chine fermée, les spéculations sur le transport maritime et tout ça commencent à se calmer. Et si ça se calme, l'inflation va se calmer, donc les tensions inflationnistes retomberont, donc les banques centrales seront moins sous pression et donc les marchés seront soutenus. Donc il y a aussi des éléments qui peuvent être positifs. Alors un élément négatif, je l'ai dit dans la partie focus marché, on a un problème, c'est que la Banque centrale américaine qui jusqu'ici injectait, va arrêter d'injecter et va se retirer, comme elle l'avait fait en 2018-2019. Je rappelle qu'en 2018-2019, elle se retire progressivement, les marchés perdent 25%, et derrière la Banque centrale dit « Oh, vous inquiétez pas, je vais revenir ». Elle revient, puis derrière il y a le Covid, et elle injecte à fond. On va peut-être la voir réduire son bilan petit à petit, jusqu'à un moment donné où si on baisse trop, de toute façon, les banquiers centraux seront au chevet des marchés, comme ils l'ont toujours été. Même si sur les marchés ça tangue et que c'est un peu particulier comme période, il y a des opportunités. Et c'est d'ailleurs très intéressant de constater que quand on était sur PayPal à 300$, tout le monde était à l'achat. PayPal perd 80%, un truc comme ça, ou 70%. Et alors qu'elle chute, le nombre de positions vendeuses short sur le titre augmente et atteint un record historique. On a atteint là des zones de prix sur certaines valeurs de croissance américaines qui ont perdu 70, 80, 90%. Et on a atteint des grosses zones de prix, on a atteint des niveaux de prix sur lesquels on a des réactions haussières, où en plus le consensus, alors qu'il a acheté toute la descente, se met à shorter le titre. Donc même si ça devient erratique, et de toute façon 2022 sera erratique sur les marchés, eh bien il y a des opportunités qui se présenteront. Et même si on doit se prendre une correction à la 2008, il y a toujours un marché haussier quelque part. Ici, c'est l'énergie qui tire son épingle du jeu depuis le début de l'année. On notera la surperformance des valeurs value par rapport à la croissance, puisqu'on aura bien noté qu'en 2022, on est dans une politique de hausse de taux et que les hausses de taux pressurisent les valeurs de croissance qui sont endettées. Et on notera quand on regarde de nombreux ratios, comme ici par exemple le cuivre par rapport à l'or, les valeurs à des bêta élevés et d'autres qui sont en faible volatilité, qu'au final, depuis un an, on est dans des ranges et qu'on est juste dans une perduration de quelque chose qui a déjà débuté depuis un an, qui est une stabilisation globalisée de nombreux actifs et de nombreux indices. On va passer à l'analyse graphique, on passe sur la plateforme ProRealTime. Sur le CAC 40, je suis toujours donc dans ce scénario d'un range, où on était dans une tendance haussière avant et où la tendance haussière est brisée puisqu'on est sous MM200, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on part dans un marché baissier, qu'on se crache et qu'on va à 5000, ça peut juste aussi vouloir dire qu'on va rester neutre. Partant de ce principe, à la lecture, si vous voulez, des éléments que je vous ai donnés d'abord, que les résultats d'entreprise restent sur des plus hauts historiques, qu'il y a ralentissement économique mais qu'il n'y a pas récession forte, qu'il y a des flux qui peuvent revenir à un moment donné, qu'il y a des buybacks qui sont importants, bref, tout ce qu'on a vu dans les dernières émissions. J'ai pour l'instant, voilà, pas de catalyseur qui me permet de viser 10-15% de hausse supplémentaire, mais je vois pas non plus pourquoi on devrait en perdre 20. Et c'est pour ça qu'on tricote, qu'on est dans un range, que dans un range, soit on est moyen long terme et on ne bouge pas, soit on est un peu plus sportif, on sort en haut, on reprend en bas et ainsi de suite. Tant qu'on est au-dessus des 6400 points, de la moyenne mobile à 20 périodes,
On est dans un rebond technique depuis le bas du range. Si des bons catalyseurs prennent le dessus, on va chercher la MM200 et le haut du range. Si Christine Lagarde déçoit ou que l'inflation déçoit vendredi et qu'on casse les 6400, là, il faudra de nouveau être prudent puisqu'on aura un risque de retour vers le bas du range. Plus on est vers le bas du range, plus on investit, plus on remonte vers le haut du range, plus on prend des bénéfices. Voilà. Les matières premières. L'or, bon, pour moi, l'or, c'est de toute façon du moyen long terme. L'or est haussier en trimestriel, en annuel. On est depuis le début de l'année très soutenu au-dessus des 1800 $, même avec un dollar très fort ces derniers temps. L'or se tient bien et pour moi, on est dans des zones d'accumulation rationnelle. C'est la même chose sur l'argent, où on voit que les cours de l'argent sont sur des plus bas depuis 1 an et demi et se tiennent pour le moment. Et pour moi, de toute façon, toute baisse vers les 20 $, c'est une opportunité d'acheter de l'argent aussi dans une optique de moyen terme, dans une optique de diversification long terme sur les métaux précieux. Le pétrole, le voici, il est haussier, c'est un perturbateur des marchés parce que qui dit pétrole élevé dit inflation élevée, dit coût pour les entreprises, dit pression sur le pouvoir d'achat des particuliers. Jim Cramer vient de dire qu'il fallait absolument avoir du pétrole en portefeuille alors que le pétrole a explosé ces derniers temps. Donc espérons que le pétrole ne continue pas de monter très fort, très vite comme il le fait ces dernières semaines. Ça aussi, ce serait préférable pour la stabilisation des indices. Et je vous rappelle qu'il suffit d'avoir des indices relativement stables, comme nous avons un 440 qui est stable sur 1 mois, sur 2 mois et sur 3 mois, afin que les meilleures valeurs, notamment donc les dossiers en trend following, continuent de faire des plus hauts de plus en plus hauts et continuent de porter les investisseurs investis en valeurs de qualité. On passe donc aux valeurs peut-être de qualité, en tous les cas pour certaines. Émission courte aujourd'hui, puisque je suis rentré hier et que j'avais beaucoup de choses à faire. Vous voyez ici en bas un petit focus sur les varans. Je verrai si je peux vous trouver un invité ou faire une émission pour vous expliquer ça sur les varans plus tard. Les varans, les turbos, les produits un peu spéculatifs. Concernant les actions, donc on va voir quelques valeurs en trend following, quelques cas spéciaux et quelques valeurs à éventuellement surveiller. On commence avec du trend following, avec des valeurs qui se fichent un petit peu de la guerre en Ukraine, de la récession économique, des tensions sur les marchés. Bilendi qui a fait sa GLB, c'est-à-dire qu'elle a cassé son cours d'introduction qui datait de 15 ans. L'année dernière, elle a cassé, elle a fait sa GLB et depuis, elle est dans un beau trend following. Elle monte, elle consolide, elle monte, elle consolide. Ici, c'est toujours difficile de prendre le train en route parce qu'on a envie soit d'en acheter maintenant pour pas louper le train, mais on se dit aussi qu'elle a un gap sous les pieds autour des 23-24 euros. Et là, c'est un choix cornélien. Voilà. Est-ce qu'on attend sur 23-24 quitte à la louper? Est-ce qu'on prend une moitié maintenant pour reprendre une moitié en dessous? Ça dépend de vous, bien évidemment, mais je vous montre un peu comment on peut moduler son plan. Ensuite, Quadient, on en avait parlé précédemment parce qu'elle était en train d'attaquer son oblique baissière en place depuis 8 mois. Elle est passée, elle a taquiné MM200, elle est passée, elle a fait son pullback sur MM200, elle est haussière, au-dessus des MM200, elle relance sa dynamique, c'est beau. Et donc dans ces cas-là, en théorie, tout repli vers MM20 et MM200 qui sont désormais en soutien serait une opportunité de prendre le train en route. Robertet, c'est plus du moyen long terme. Elle est là. Robertet, c'est du très long terme, très haussière sur les 10 dernières années. Elle stabilise depuis à peu près 2 ans. Elle est solide. J'avais fait une analyse dessus autour des 840-50 euros sur Zone Bourse, avec comme objectif les plus hauts. Et puis si ça passe de nouveau plus haut, pour moi c'est genre de dossier français, solide, décorrélé de tout, spécialisé dans les parfums, avec une bonne croissance, une bonne gestion. C'est du fonds de portefeuille de qualité. J'espère que j'avais été compréhensible sur ce point. Sonae, là on est sur du trend following pur et dur, des plus bas de plus en plus haut, des tests de MM200. Je l'ai recommandé aujourd'hui sur Zone Bourse parce que même si elle paraît un peu loin des supports, elle est extrêmement haussière, soutenue. Et ici aussi, on peut
tenter parfois de rentrer sur cassure haussière ce qu'elle est en train de faire et puis d'en reprendre si elle revient sur support. Après, les façons de rentrer, c'est à vous de voir, mais j'essaye de vous montrer qu'il y a en tous les cas, quoi que fasse le CAC 40, de sacrées opportunités haussières en ce moment, si on cherche bien. Voltalia, elle n'a pas encore donné de signal fort. Elle est soutenue, elle travaille son oblique. Zone de résistance 22, 20, 22, 40. Ça se surveille. Elle fait des plus bas de plus en plus haut, elle est au-dessus des MM200, c'est un secteur recherché. Pour moi, c'est le genre de dossier à garder sous le coude. Ensuite, on va parler d'une valeur qu'il ne faut absolument pas détenir en portefeuille, Delta Drone. Le genre de valeur qui ne fait que baisser, valeur sur laquelle il y a eu un regroupement, ça cotait 0,00 quelque chose, et puis ils les ont regroupés fois, je sais pas, 10 000, 100 000, j'en sais rien. Du coup, elle a recoté 7 euros il y a 8 jours, et elle est à 3,30 euros. Voilà, donc bravo le regroupement. Depuis le regroupement, 11 jours, 55% de chute. N'achetez pas de daube, n'achetez pas de valeur sous 10 centimes, encore moins sous 1 centime, même si vous avez l'impression que si ces valeurs remontent, vous allez être riche. Ce sont des leurres, elles ne font que chuter. Ensuite, Euro Happy, vous avez été plusieurs à m'en parler, donc j'en parle. Il faut faire quand même attention. Il y avait une GLB criante effectivement à 15 euros, mais une GLB ça se valide par un passage en force en clôture. Là on voit que il y a plusieurs personnes qui en ont parlé sur Twitter et que ça a tapé les 15 euros puis que les gens ont voulu déclencher la GLB, mais elle n'a pas été validée en clôture et on voit que ça ne passe pas aujourd'hui. Donc là-dessus, ça reste une petite valeur très nouvellement introduite. Elle a un mois de vie, un mois et un jour. Donc voilà, faut laisser du temps au temps et ne pas forcer les choses sur ce genre de valeur très peu liquide. Attendons une validation forte en clôture. IT-Link, ça fait partie de belles valeurs, solides, soutenues, qui repassent MM200. Je l'ai faite ce matin en stratégie sur Zone Bourse. C'est aussi à moyen long terme, c'est très solide. Certains gérants avec qui je discute parlent d'opérations potentielles à moyen terme. En tous les cas, c'est recherché, c'est beau et elle se fiche un peu du CAC 40. OE-Néo, les spécialistes des bouchons, un des rares spécialistes du coup dans les vins en France, indirectement, l'industrie viticole. C'est beau, c'est soutenu, tout repli comme ce matin sur MM200 est payé, on est proche des plus hauts annuels et historiques. Et vu la qualité des résultats et le côté décorrélé de ce dossier, je trouve qu'il est intéressant et d'en acheter sur repli et d'en acheter sur cassure haussière et d'inscription éventuelle de nouveaux records historiques. Sur Ubisoft, on joue toujours une opération. Elle a chuté pendant des mois, elle s'est stabilisée avec des volumes historiques, on est dans une configuration du Phoenix, on a des rumeurs d'OPA potentielles, elle est au-dessus de sa MM200. Ceux qui sont dedans sont bien, ceux qui souhaitent rentrer, on est sur support, ceux qui veulent attendre une cassure avec volume pour vraiment se dire ça y est c'est la bonne, va y avoir une news, va y avoir quelque chose, attendront la cassure des 50,30 €, mais en tous les cas ça fait partie des dossiers bien soutenus ces derniers temps. Ensuite on passe aux valeurs en surveillance. Bolloré est toujours en surveillance, soutenue quand elle est basse sur les supports, elle n'a pas voulu casser les 5,07, on revient sur la MM200 et l'oblique, ça se surveille. Au-dessus de 5,07, 5,10, ça peut se renforcer si on a des positions dessus. Je reste très positif sur ce dossier à moyen long terme. GL Event, on a une sorte d'épaule tête-épaule inversée là avec la MM200. Dans tous les cas, on a plein de soutien, puis ça veut rattaquer. Si ça passait pour de bon cette résistance horizontale, on pourrait aller chercher 20 € et plus. Guillemot qui détient beaucoup de Ubisoft, c'est plaisant, on est sur une belle base. Si on casse MM200, à mon avis, c'est le début d'un redémarrage haussier de moyen long terme potentiellement. Si en plus Ubi se fait racheter, Guillemot touche le jackpot, donc réaction en chaîne. OVH, on m'a posé la question, elle est passée de 28 à 19, c'est pas parce qu'une valeur baisse qu'elle devient moins chère que c'est forcément attractif. Mais je trouvais intéressant de voir qu'elle est revenue pile poil sur son plus bas d'introduction, et que pour l'instant elle le tient. Et je vois une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts récents, et je me dis que si ça passe, que ça casse les 19,70, les récents plus hauts, on a peut-être
une tentative de creux sur les plus bas historiques du titre. Donc ça se surveille. Enfin, dernière valeur de cette émission, Wallix, spécialiste dans la cybersécurité. On est revenu sur une zone de prix historique bien connue, 16,50 €, 17 €, elle est dans un triangle. On surveille l'éventuelle sortie par le haut au-dessus des 18 €, 18,20 €. Auquel cas on pourrait viser la zone de gap ici vers 23 €, soit un beau potentiel de 20%. Voilà, c'est la fin de cette émission en 25 minutes. J'espère que ce format rapide, mais je l'espère complet, vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, proposer des valeurs pour les prochaines émissions. J'espère que vous avez bien profité du rebond de ces dernières semaines. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à plus tard.